Alors, dans le domaine de l'anthropologie visuelle, il est assez difficile de se définir parce que, bon, moi j'ai beaucoup de respect pour les métiers. Et donc je considère qu'il y a des gens qui savent faire le métier de cinéaste et d'autres moins bien. Et donc, bon, Rouch était le modèle de la caméra à l'épaule. Ça a donné des résultats. Il y a eu, je sais peut-être l'héritier aujourd'hui, le plus impressionnant serait David McDougall, mais qui n'est pas la même éthique de rapport au terrain que Rouch, parce que lui, il est vraiment dans une tradition de l'observation, avec Colin Young et des gens comme ça. Mais Rouch a quand même la particularité d'être parti caméra à l'épaule. Et moi, j'ai beaucoup d'admiration pour lui en tant que personnalité. C'est-à-dire, il avait un culot absolument monstrueux. Et c'est très étonnant d'avoir fait, avec un paradoxe formidable, c'est que tous les exercices qu'il a fait en marge de ce qu'il considérait comme son boulot d'ethnologue, c'est là qu'il donne la meilleure leçon d'ethnologie. C'est un paradoxe, puisque si on prend par exemple tous les films vraiment de description de rituels, qu'il en a fait beaucoup, il était sur le terrain, il y avait un rituel de relais là, avec les cultes de possession, etc. Et où il n'y a pas d'interprétation, il décrit les choses, etc. Ou bien chez les Dogons, où il y a une description audiovisuelle assez magistrale, avec, à mon avis, plutôt malheureusement, un texte qui est l'héritage, puisque c'est en association avec Germaine Dieterlinck. Donc c'est la voix de Rouch, mais c'est le texte de Dieterlinck. Et donc, et rien de dialogique. Dans les films Dogon de Rouch, on ne voit jamais un Africain qui parle, alors que Rouch est quand même la personne qui a laissé présenter Trècheville par Oumar Ouganda en disant « Je vous présente ma ville ». Il a inventé le jeu du cinéma africain. Et aussi l'exemple étonnant de Chronique d'un été, 1960, où il interroge des gens et puis il leur montre les rushs. Et les gens disent « Ah ben non, mais moi j'ai dit ça, mais je ne suis pas d'accord avec ce que j'ai dit », ou bien « Je ne pense plus du tout comme ça ». Et donc c'était une leçon extraordinaire, même par rapport à la télévision d'aujourd'hui, où on demande aux gens d'être bons en 2 minutes et d'avoir un avis définitif sur une question. Alors qu'on voit bien que tout le monde procède d'essais et d'erreurs. L'exemple du Covid est un exemple magistral. On a un virus qu'on ne connaît pas et on n'arrête pas de s'indigner que les gens ne savent pas. Mais évidemment, c'est un paradoxe formidable. Et on insulte les hommes politiques parce qu'ils n'ont pas une doctrine fixe pour un virus qui n'arrête pas de muter. Enfin bon, c'est ridicule. Mais Rouch, il avait senti ça. Et un jour que je le taquinais un peu... bon, lui aussi il me taquinait beaucoup, il se moquait beaucoup de moi parce que le fait de, par exemple, moi j'ai fait mes films avec des équipes professionnelles, des caméramans, des preneurs de son et tout ça, et lui il trouvait ça dégoûtant. Il disait mais les images des, quelqu'un comme toi utiliser les images des autres, c'est pas propre. Dans ce genre de plaisanterie de Rouch. Et alors, Rouch était comme ça, il me disait, tu dis ça parce que t'es chauve, et il n'arrêtait pas, c'était un facétieux incorrigible. Mais il avait, moi j'avais un petit problème par rapport à lui, c'est que aussi, il avait ce respect absolu pour les belles histoires. Donc s'il avait le choix entre, disons, une description pénible et une belle histoire, il préférait la belle histoire, toujours. C'est un poète, donc pour moi il est plus poète que scientifique. Mais un jour quand même il m'a mouché dans un débat que nous avions. Je lui ai dit, oui mais quand même cette anthropologie des Dogons, on pose des questions qui contiennent la réponse et tout ça, et puis on construit un récit. Alors il me répond, bien sûr que tu déformes la réponse en posant la question.
ce qui est assez brillant quand même. Il avait cette capacité intuitive d'être assez théorique aussi dans les trucs. Mais bon, moi j'avais quand même l'idée qu'il fallait, que je préférais travailler. Bon, c'était aussi mon passage à la télévision, où j'avais fait des premiers films avec Jean-Jacques Péché, qui était un réalisateur et tout ça. Et bon, lui, il m'a un peu appris le métier de réalisateur. Mais alors j'avais des opérateurs, genre Manu Bonmariage et tout ça, qui est un champion de toute catégorie de la dextérité audiovisuelle avec une caméra, quoi. C'est un exemple. Bon, je pense que je pense qu'en France, il serait devenu très très célèbre pour son exercice de la caméra. Bon, comme il était en Belgique, c'est resté un peu plus confidentiel, mais on peut revoir. Il est lui-même aussi devenu réalisateur. Mais il était, même dans un des films, par exemple, La Rancune et le Prophète, qu'on a filmé ensemble, il y a à un moment donné où il filme la rencontre de deux cortèges qui sont dans le même culte, mais qui viennent de traditions symboliques différentes. L'une musulmane et l'autre hariste, qui est un culte dérivé du christianisme, et répandu en Côte d'Ivoire par William Wadé Harris, qui est un Libérien qui prêchait pour une ère nouvelle et qui a converti à la grande stupéfaction des missionnaires catholiques qui ont vu ce type se réclamer de Jésus et convertir des millions de personnes en quelques mois, quoi. Et donc, il y a ces deux cortèges qui sont dansants et musiqués, hein, se rencontrent, et Manu Bonmariage est partout, à lui tout seul. C'est un plan séquence qui dure 10 minutes, peut-être qu'on l'a coupé de montage, même, je ne sais pas combien il fait dans le film, mais en tout cas c'est absolument inouï de voir, il est dans une sorte de ciné-trance, de ballet, en complète synergie avec les mouvements des gens, et sans un défaut technique. Et donc, c'était quelqu'un capable de faire ça. Jamais je me serais risqué à faire la concurrence avec ce genre d'exercice, quoi. Et moi j'aime bien le travail d'équipe. J'ai toujours aimé ça. J'aimais bien. Alors, le travail d'équipe est difficile. J'aime bien le travail d'équipe quand il est mixte aussi. C'est-à-dire que quand c'est pas une bande de copains expatriés blancs, qui ont un effet de bande sur le terrain, où ils s'esclaffent, etc., sans se soucier de comment c'est reçu localement. Donc c'est toujours aussi, et donc là maintenant j'ai écrit un bouquin qui n'est pas sorti encore, sur les bavardages dans les villages africains, avec comme co-auteur un garçon qui s'appelle Mengoro Sanogo, avec qui je travaille depuis 1984. Et donc le bouquin est sous presse, là, en ce moment. Et j'aime beaucoup ça, parce que j'aurais pu paraphraser ce qu'il m'a raconté, faire un bouquin à moi. Non, c'est un bouquin qu'on a fait. J'ai toujours pensé qu'on le faisait ensemble, et c'est important pour moi. Et le fait d'expliquer à une équipe ce que je souhaite faire comme film et comme plan, et avoir quel rapport au son, ça m'aidait à penser. J'arrive pas à penser aussi bien tout seul. Je suis un peu stupidement à la remorque de ce qui se passe quand je filme. Je filme maintenant tout seul, puisque paradoxalement, j'ai moins de moyens aujourd'hui que je n'en avais avant, donc je suis avec mes petites caméras, etc., un peu comme tout le monde. Mais je me sens moins créatif. Je suis plus tributaire de l'idiotie du réel. Vous avez lu Clément Rosset sur le réel. Là. Le réel a quelque chose d'idiot, parce que quand on attend que la chose se produise et qu'elle ne se produit pas, etc. Et donc à un moment donné, il faut interroger le réel. Pour qu'il produise quelque chose, il faut aussi l'interroger. Et donc on rentre dans ces semi-fictions, dans la dimension... la dimension de proposition d'un observateur, puisque l'observation est créative. On n'observe pas d'une manière passive. On n'est pas des caméras de surveillance. Donc, quand on regarde d'un œil curieux, notre curiosité, elle est reliée à notre histoire personnelle, notre formation, etc.
Bon, il ne faut pas exagérer non plus. Plusieurs personnes plongées dans une fête du Nia vont faire des films qui se ressembleront. Mais il y a quand même une création personnelle. On s'intéresse au langage du corps, on ne s'intéresse pas. Si on filme quelqu'un qui parle et qu'on le filme en gros plan, c'est pas la même chose que quand on regarde comment il tortille son corps au moment où il parle. Tout ça, on a une perception qui est créative. Donc on pourrait être... ça nous autorise pas à dire que tout est fiction. On porte un regard créatif sur le réel. C'est d'ailleurs la vieille définition de Grierson ou de Vigo. Vigo avait dit, il y avait une très belle définition de Vigo qui avait dit, vous savez, qui avait fait ce film sur Nice, là, en disant c'est un point de vue documenté, c'est un point de vue documenté sur une situation. Et ça, c'est fondamental. C'est très différent de dire tout est fiction.